Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, un grand reportage. Les vapoteurs peuvent souffler. Les parlementaires européens se sont prononcés pour que la cigarette électronique ne soit pas considérée comme un médicament. La e-cigarette pourra donc continuer à être vendue dans les boutiques spécialisées ou chez les buralistes. C'est ce qu'ont décidé les eurodéputés. Bon sens ou victoire des lobbies. Retour sur les coulisses de cette semaine décisive au Parlement européen. Semaine décisive pour la cigarette électronique. Mais avant un tout autre sujet, posons-nous une question. Assiste-t-on à une vague de fonds extrémistes en Europe? Peur de l'immigration, crise économique, crise identitaire. Jamais le terrain n'aura été aussi propice à l'idéologie ultra-nationaliste et anti-européenne. Alors une question, l'Europe vire-t-elle populiste? Jamais le terrain n'a été aussi favorable aux partis populistes, ultranationalistes, anti-immigration et anti-européens. En Grande-Bretagne, ce rejet de l'Europe est incarné par l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Son leader a proposé aux conservateurs de voter pour ses candidats aux européennes. Objectif, obliger David Cameron à organiser un référendum sur la sortie de l'Europe du Royaume-Uni. La poussée de l'extrême droite en Autriche aussi. L'Autriche où le chômage est pourtant au plus bas. Son leader, digne héritier de Jörg Haider, jure que l'amour du prochain, son slogan de campagne, passe par la préférence autrichienne et la fin du centralisme bruxellois. En Grèce, ça va encore plus loin. L'aube dorée de Nikos Mikaloliakos prône une radicalité absolue, avec une face sombre, ouvertement raciste, prête à éliminer physiquement les immigrés. En France, la victoire du candidat Front National, Laurent Lopez, lors d'une cantonale partielle à Brignoles, annonce une poussée de son parti, aux municipales de 2014, aux européennes aussi. Le parti de Marine Le Pen est crédité dans les sondages de 24% des intentions de vote, devant l'UMP et le PS. Front National, premier parti de France? Alors, les élections européennes verront-elles l'explosion des eurosceptiques? Voilà, l'Europe vire-t-elle populiste? Alors nous a rejoint sur ce plateau Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, Front National. Alors, question toute simple, est-ce que vous sentez une vague de fonds des partis extrémistes en Europe? Je me permettrai de vous reprendre et aussi un petit peu votre présentation. Je crois que nous sommes extrémistes en rien. Nous agissons dans le cadre strict de la légalité. Nous n'avons jamais attaqué physiquement nos adversaires, bien que souvent nos réunions l'aient été. Nous avons subi des lois électorales parfaitement injustes. Et nous ne sommes donc pas extrémistes dans la forme, et je ne crois pas que nous soyons dans le fond. Mais ce qui est exact... Vous classifiez dans la droite extrémiste, extrême droite. Vous acceptez cette dénomination? Ça aurait pu être acceptable pour certains d'entre nous si c'était un positionnement politique, dans la mesure où l'UMP se revendique maintenant de la droite, ce qui n'était pas le cas autrefois. Alors évidemment, comme nous sommes plus patriotes, plus hostiles... encore une fois, c'est un positionnement... De géographie politique, mais non, ce sont des faits. Extrême droite par rapport à la droite libérale, vous voulez pas des impôts. Extrême droite par rapport aux questions de société, vous voulez un référendum sur les IVG. Oui, extrême droite par rapport à la souveraineté, à la droite souverainiste, vous voulez sortir de l'euro. Donc ce sont des faits. Oui, non, mais il n'y a rien d'extrémiste dans tout cela. En ce qui concerne l'euro, d'ailleurs, l'euro se dégrade, hélas, tout seul. Nous sommes des gens responsables. Ce que nous prévoyons, c'est précisément les solutions de rechange, parce que gouverner, c'est prévoir, dit la sagesse populaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens de gauche qui rejoignent le Front National. Je crois que le véritable clivage n'est plus tellement entre droite et gauche, il est entre, d'une certaine façon, les patriotes, ceux qui sont attachés à la défense de leurs identités nationales, d'une part, et les mondialistes, ceux qui estiment que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux va réaliser une espèce de gigantesque brassage qui apportera le bonheur et la prospérité. Et nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls, c'est vrai,
que ça apporte la prospérité pour quelques-uns, une toute petite minorité, mais que ça contribue à l'appauvrissement du plus grand nombre. Mais au Front National, quel lien vous avez avec un parti comme, on vient de le voir, l'UKIP en Grande-Bretagne, ou un parti comme l'Aube dorée en Grèce? On n'assassine pas des rappeurs au Front National, rassurez-moi. Nous n'avons aucun lien avec l'Aube dorée. D'ailleurs, ils ne sont pas représentés au Parlement européen. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est de cette affaire criminelle du tout. Je constate d'ailleurs que la présomption d'innocence dont on nous rebat les oreilles ne joue pas. Si un parti d'extrême gauche voyait tous ses députés arrêtés soudainement sans lever d'immunité parlementaire, sans autre procédure, je pense qu'ici, au Parlement européen, on entendrait beaucoup de protestations sur tous les bancs. Mais écoutez, invitez un jour les gens de l'Aube dorée, ils sont assez grands pour vous répondre. En revanche, ce qui est exact, c'est que le Front National et Jean-Marie Le Pen ont été leaders, ont été pionniers dans la défense d'identités menacées. Et ce sentiment que les identités sont menacées, que le brassage des personnes à une échelle gigantesque qui est voulue par certains dirigeants apporte des problèmes de société, que l'ouverture des marchés à des pays qui font travailler leurs ouvriers dans des conditions d'esclavage ruine nos économies, que la monnaie unique n'est pas adaptée à des économies qui sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Ce sentiment de frustration contre ce qu'on peut appeler les trahisons des promesses européennes, eh bien, il se répand en Europe et nous sommes en contact, bien sûr, avec beaucoup de nos collègues britanniques, autrichiens, hongrois et autres. Parce que justement, il y a eu un débat la semaine dernière au Parlement européen sur la montée des extrêmes. Je vous propose d'écouter l'une des intervenantes, Sylvie Guillaume, qui est eurodéputée, qui tente d'expliquer pourquoi il y aurait cette montée des extrêmes en Europe. Écoutez, vous réagissez juste après. Ces partis extrémistes de droite se nourrissent de l'angoisse provoquée par la crise et par le désarroi économique, par la violence d'une mondialisation non maîtrisée qui fait perdre les repères, qui s'appuie sur une rhétorique qui fait de l'autre le responsable de tous les maux. Alors pour contrer cette progression dont l'idéologie porte les germes d'une violence inacceptable, il faut d'abord agir en termes économiques. Voilà, c'était Sylvie Guillaume. C'est la ritournelle habituelle. Vous vous nourrissez des peurs, etc. Vous vous nourrissez de la crise économique. Mais nous serions extrêmement heureux s'il n'y avait pas de crise économique. Ce n'est pas nous qui l'avons provoquée, la crise économique. La crise économique, elle est provoquée par le déclin industriel du monde occidental, par une ouverture inconsidérée des frontières qui met, par exemple, l'ouvrier français en concurrence directe avec l'ouvrier chinois qui est payé 20 fois moins, qui n'a pas de protection sociale, qui n'a pas de pension de retraite et qui, étant dans un pays communiste, n'a pas le droit de faire grève et de se syndiquer. Alors, si Madame Guillaume veut résoudre ces problèmes, eh bien, il faut qu'elle rétablisse une protection raisonnable à nos frontières, sur le plan économique. Il est tout à fait faux, d'ailleurs, que nous faisons des immigrés les boucs émissaires. Il y a un problème d'immigration massive, incontrôlée, parfois non intégrée dans nos pays, mais les responsables de cette situation, ce ne sont pas les immigrés eux-mêmes, ce sont les responsables politiques et économiques occidentaux. En deux mots, votre programme européen, c'est quoi? Vous n'êtes pas pour une Europe fédérale, vous êtes pour une Europe des nations, vous êtes pour la sortie de l'euro? L'euro est en train de se désagréger. Et nous voyons bien d'ailleurs ce qu'il en est quand un pays n'a plus la maîtrise de sa monnaie nationale, ce qui est en train aussi assez curieusement d'arriver aux États-Unis. Par conséquent, nous prévoyons la sortie de tout cela. Ce que nous voudrions, c'est le respect du patrimoine politique et spirituel de l'Europe. L'Europe, c'est l'espace qui, dans l'histoire de l'humanité, a inventé la liberté des nations. Ça nous est aujourd'hui évident. Mais ça ne l'a pas toujours été. Il y a des civilisations qui ne connaissent pas cela, qui ne connaissent que la domination par exemple, de l'empereur de Chine en Extrême-Orient, ou que sais-je, ou le mythe du califat dans d'autres civilisations. Nous avons l'égalité des nations, petites ou grandes, leur liberté, leur souveraineté. Nous voudrions conserver cela, mais nous ne sommes pas opposés
nous ne sommes évidemment pas opposés à toute coopération européenne, qu'il y ait des coopérations scientifiques, qu'il y ait des échanges d'étudiants comme Erasmus, qu'il y ait par exemple le lancement de satellites Galileo pour que nous ayons un satellite indépendant des États-Unis d'Amérique, mais au moins que ce soit des programmes On aura noté ces précisions, merci précis, M. Gollnisch. chiffrés, quantifiables, sur lesquels les citoyens puissent mettre un bilan coût-avantage. Merci M. Gollnisch d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation. Et maintenant, place au reportage. Le Parlement européen a donné son feu vert à une nouvelle législation pour rendre moins attractifs les produits du tabac, mais a refusé que les cigarettes électroniques soient vendues exclusivement qu'en pharmacie. La cigarette électronique ne sera pas considérée comme un médicament et pourra l'acheter un peu partout dans les boutiques spécialisées ou chez le buraliste. Alors, retour sur une semaine cruciale de la cigarette électronique au Parlement européen. C'est un reportage signé Johan Rolla. Il ne visite son entreprise qu'en tenue de laborantin. Blouse blanche et Charlotte. Dans une vie antérieure, Charlie, 40 ans, était ingénieur d'affaires. Aujourd'hui, le voici directeur commercial de ce laboratoire qui fait sa fierté. En tout, il y a 1000 m². Ici, vous avez un petit peu le cœur du procédé, c'est-à-dire le conditionnement à façon. C'est là où on élabore vraiment les flacons sur mesure pour nos clients. Dans ces petits flacons, le carburant des cigarettes électroniques, le e-liquide. 450 000 fioles aux arômes made in France, produites chaque mois dans l'entreprise. Nous réassemblons nous-mêmes les arômes naturels de manière à ce qu'ils soient suffisamment subtils, avec une approche la plus cohérente possible pour le vapotage. C'est vraiment comme de la cuisine. On est passé d'une personne, Vincent uniquement, qui effectivement faisait ses essais dans son laboratoire, à aujourd'hui 50 personnes. Pour le fondateur au fourneau quelques mètres plus loin, la croissance est exceptionnelle, 15% par mois. En un an, l'entreprise de cet ancien fumeur converti à la cigarette électronique s'est imposée comme le deuxième fabricant français de e-liquide. J'estimais qu'il y avait beaucoup d'améliorations à apporter sur un produit qui provenait à l'époque essentiellement de Chine, où il y avait une grande liberté sanitaire en la matière. J'avais envie de savoir exactement qu'est-ce que j'inhalais. Dernier investissement, cette machine justement destinée à contrôler leurs produits. Pour suivre la demande, Vincent et Charlie vont surtout devoir doubler leur capacité de production. Mais pour l'instant, pas question de s'en réjouir. Ces lignes-là coûtent très cher et nos investissements sont effectivement en attente d'une vraie réponse de la part du Parlement européen. Car depuis quelques semaines, la cigarette électronique est bel et bien dans le collimateur de l'Europe. Lundi 7 octobre à Strasbourg, un drôle de mouvement de protestation. Vapeur tous ensemble. 1, 2, vers le ciel pour leur montrer qui on est. Sur le parvis du Parlement européen, 300 utilisateurs venus crier leur colère. En cause, l'examen le lendemain d'une directive sur le tabac, dont l'une des mesures phares pourrait bien signer la fin de la libre distribution de cigarettes électroniques, sa classification en médicament. Ce n'est qu'un début. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la cigarette électronique puisse faire concurrence au tabac. Si demain on la renvoie en pharmacie, cette concurrence disparaîtra. Il sera plus facile d'acheter du tabac que d'acheter une cigarette électronique, et donc les gens se tourneront vers le plus facile. Beaucoup de Français, quelques Belges, Allemands ou Néerlandais, et un seul slogan dans toutes les langues, la vente en pharmacie sera le pire des signaux à envoyer aux fumeurs. Pour les accros à la nicotine, ça voudra seulement dire retourner à la cigarette. Et pour les nouveaux consommateurs, ça sera toujours la même rengaine. 25 à 30% des Européens vont continuer à fumer, commencer à fumer et continuer d'en mourir. Ce jour-là, Charlie est aussi du voyage, venu parler d'emploi avec une eurodéputée britannique qui refuse ce statut de médicament. Mais on est normalement, on doit avoir majorité parce qu'on est maintenant 3 groupes. Exactement. De quel côté penchera le Parlement? Les vapoteurs vont devoir composer avec un puissant adversaire. Ils sont pour l'autre quand même. Selon la presse anglo-saxonne, le plus gros acteur du tabac, Philip Morris, aurait à lui seul dépensé plus de 100 millions d'euros pour influencer les parlementaires sur cette directive. Contacté par téléphone, le groupe n'a pas souhaité nous rencontrer mais confirme par un communiqué s'être engagé en faveur d'un durcissement de la législation sur la cigarette électronique. Au vu des développements technologiques et de leur potentiel en termes de santé publique, il est impératif que les autorités établissent un cadre réglementaire rigoureux qui régisse l'ensemble de ces nouveaux produits, et ce, y compris pour les cigarettes électroniques.
Farouche adversaire de ce lobby, l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi témoigne de ses nombreuses tentatives d'approche au fil des semaines. Voilà ce qu'on a reçu. C'était dans un paquet comme ceci, avec de l'info. Donc c'est pas, il n'y a pas marqué Philip Morris ou British American Tobacco. Hein. Ça, c'est le lobby mafieux du tabac. Voilà. Pas question de transiger en matière de santé publique. Pourtant, l'eurodéputé votera ce statut de médicament. Trop d'incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme. Est-ce que le fait de commencer par la cigarette électronique pour des jeunes, ça ne va pas les inciter après, puisqu'ils ont toujours l'habitude de tenir quelque chose dans la main, à passer à la cigarette? Voilà. Pourtant, quelques minutes plus tard, et malgré l'avis négatif de la députée en charge de la directive, le vote sera bel et bien une surprise. La cigarette électronique ne sera pas un médicament. Adopted. Second part, roll call vote, I open the vote. Retour en banlieue bordelaise. Si la victoire de la veille fait les gros titres, Charlie se prépare déjà pour d'autres batailles, la guerre des distributeurs et des buralistes, et surtout l'arrivée imminente des géants du tabac sur le marché. On sait très bien qu'ils peuvent nous appeler. Nous, pour l'instant, on laissera la passion devant, la passion de travail. Créer une entreprise, c'est pas pour l'abandonner quelques jours après, quoi. Si plus personne ne semble la remettre en cause, la bataille pour la cigarette électronique vient d'entrer dans une nouvelle phase. Certains acteurs pourraient en bénéficier, d'autres s'évaporer. Voilà un reportage signé Johan Relat. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Je suis bien entouré. Bonjour mesdames. Françoise Grossetête, vous êtes députée européenne PPE. En France, vous êtes UMP. Membre de la Commission de l'Environnement et de Santé publique du Parlement européen. Vous avez voté contre le fait que la cigarette électronique soit considérée comme un médicament. Vous avez été entendu. Vous allez nous expliquer pourquoi. À vos côtés, Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, partisane d'un encadrement plus strict. Vous avez voté pour que la cigarette électronique soit vendue en pharmacie. Vous n'avez pas été entendu. On vous a vu dans le reportage, vous avez reçu un gros colis, ça venait de l'industrie du tabac. Il y avait quoi dedans? Eh ben, il y avait énormément de tabac en vrac avec des contenants qui disaient, vous voyez, ils sont recyclables. C'est-à-dire que maintenant l'industrie du tabac, vous voyez, vise à l'environnement, plus des cigarettes électroniques. Et grosso modo, on considère que l'industrie du tabac a investi à peu près 7 000 €, alors tout confondu avec leurs consultants, par député européen. Donc vous voyez le chiffre annoncé, 100 millions d'euros sur l'ensemble. Ils ont fait un lobby incroyable. Françoise Grossetête, vous avez reçu une invitation à dîner. J'ai reçu le tabac en vrac et j'ai reçu une invitation à dîner pour la semaine prochaine. Invitation envoyée bien évidemment avant le vote. Par qui? Par l'industrie du tabac dans un restaurant très réputé de Strasbourg. Alors une question toute simple, le Parlement européen a exclu la vente de l'e-cigarette en pharmacie. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Écoutez, sur la cigarette électronique considérée comme un médicament, moi je ne pouvais pas adhérer à cette théorie-là, estimant d'abord que la cigarette électronique aujourd'hui est utilisée par un certain nombre de fumeurs qui se disent que c'est un moyen pour eux, peut-être, de quitter un jour la cigarette traditionnelle. Mais si on vend cette cigarette électronique dans une pharmacie, d'abord, c'est un frein. C'est un frein, justement, pour aller acheter cette cigarette électronique que l'on trouve aujourd'hui dans des boutiques, chez les buralistes, etc. D'autre part, considérer la cigarette électronique d'aujourd'hui, faite comme elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 400 cigarettes électroniques différentes, et certaines qui peuvent être extrêmement dangereuses, parce que pas contrôlées dans leur fabrication. Considérer qu'elles allaient pouvoir devenir un médicament, cela entraînait une vraie dépréciation de ce qui est de la définition du médicament lui-même vendu en officine. Michel Rivasi, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que dans votre reportage, et vous-même, Madame Grossetête, vous dites que ça doit être exclusivement vendu en pharmacie. Ce n'était pas vrai. C'est le problème des États membres. Chaque État membre peut décider vente en pharmacie et à l'extérieur. Donc moi, j'étais favorable à ce que ça soit vendu dans des différents commerces, même spécialisés pour l'information du consommateur. Moi, ce qui m'inquiète, et pourquoi je voulais une autorisation de mise sur le marché allégée. Vous voyez, je ne voulais pas qu'on tape financièrement sur les cigarettes électroniques, mais on ne sait rien sur les cigarettes électroniques.
Vous venez de dire il y en a 400. Il y en a énormément qui viennent d'Asie, qui viennent d'ailleurs. Là, vous avez quelqu'un qui fabrique des cocktails. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 109 cocktails à base de Sex on the Beach. Il y a des trucs incroyables. Il n'y a aucun contrôle. On s'aperçoit qu'il peut y avoir de l'acroléine. Elles sont moins dangereuses que les cigarettes normales. Il n'y a pas de monoxyde de carbone responsable des infarctus. Il n'y a pas de goudron responsable du cancer du poumon. Il y a de la nicotine responsable de l'addiction. Il y a des formaldéhydes. Et moi, ce que je voulais, c'est un contrôle pour savoir quels sont les effets à moyen et à long terme et faire en sorte à ce que, quand on vous dit, parce qu'il y a des cigarettes électroniques à la nicotine, les patchs que l'on met pour justement les gens qui veulent l'arrêter, ils ont leur autorisation de mise sur le marché. Pourquoi on n'aurait pas fait un truc, voyez, plus light en disant on va contrôler, on va avoir les effets sanitaires, même si je suis d'accord avec vous, c'est moins toxique que la cigarette. Seulement, il faut un contrôle. Quel contrôle on va avoir? Eh bien, vous allez avoir toute cette nicotine et le peu de contrôle, on voit que c'est même pas la quantité qui est affichée. Il faut quand même les contrôler, ces gens-là. Françoise Gautret, oui, mais en réalité, la directive que nous avons votée, elle prévoit l'encadrement de la cigarette électronique. Encadrement à travers sa production, sa fabrication, sa production et la distribution interdite aux mineurs. Et interdiction de faire de la publicité. Oui, mais donc ça, c'est contrôle sur la nicotine. Ça, c'est un pas en avant. Alors, si, il va y avoir des contrôles parce que dans notre encadrement législatif, il va y avoir effectivement la nécessité de ne pas dépasser un certain pourcentage de nicotine. Ceci étant dit, ça ne peut pas être considéré comme un médicament et surtout pas comparé au patch à la nicotine. Le patch à la nicotine, on le prend quand véritablement on veut arrêter de fumer. Tandis qu'actuellement, les vapoteurs, ce sont des gens qui fument d'habitude et qui sont très contents. Une recharge de cigarettes électroniques, ça coûte 6 €. Hein. C'est l'équivalent de 7 paquets de cigarettes. Est-ce que c'est pas là l'explication du succès, c'est-à-dire à des fumeurs qui font des économies et qui ont un espoir de vie meilleure? Alors, mais si vous voulez, moi je trouve qu'il y a deux publics. Oui. Il y a effectivement le public des gens qui veulent arrêter de fumer. Et ça demandait quand même un contrôle parce que s'il y a 40, 60 mg de nicotine, 30 ou 2 mg, c'est quand même pas la même chose. Donc il fallait un encadrement. Mais aussi, moi ce qui m'inquiète, c'est vous avez vu le succès de la cigarette électronique, et surtout en France d'ailleurs. Et il s'adresse aux jeunes. Pourquoi il y a plus de 104 cocktails? Et c'est pas n'importe quoi. Vous avez à la framboise. Je vous interromps. Dans nos reportages, on a généralement l'habitude de mettre en avant quelqu'un qui vous interpelle, qui vous interpelle, vous, parlementaire. Alors on a interviewé un directeur commercial qui fabrique des cigarettes électroniques. Sa filière, elle marche. Il vous pose une question sur sa filière maintenant. On l'écoute. La France a pris position en se mettant derrière la position de l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle amène maintenant que le vote est établi pour aider la filière à réellement se constituer? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider la filière à marcher, à se constituer, la filière de cigarettes électroniques? Vous savez, la directive que nous avons votée, elle n'est pas faite pour soutenir la filière de la cigarette électronique. Elle est faite pour combattre l'attractivité de la cigarette, du tabac vis-à-vis des jeunes et des femmes, car ce sont deux publics qui sont ciblés par ces directives tabac. Alors là, on n'est pas du tout dans la protection de la cigarette électronique. Je tiens à rappeler d'ailleurs, à propos de ce que nous disions auparavant, c'est que l'industrie pharmaceutique européenne ne souhaite absolument pas, et ne souhaitait pas que cette cigarette électronique soit définie comme étant un médicament. Il n'y a qu'un laboratoire américain, bien connu, très réputé comme étant puissant, qui lui demandait à ce que cette cigarette électronique qu'il fabrique déjà soit considérée comme un médicament. Alors attention. Moi, ce que j'avais envie de dire à ce monsieur, c'est que on a des intérêts différents. Lui, il veut développer sa boîte. Qu'il fasse, mais nous, on est là pour protéger la santé des consommateurs. On veut que le consommateur soit informé et que le produit, et notamment sa cigarette, assure la sécurité, la sûreté et une efficacité. C'est ça, on n'a pas le même rôle, qu'il fasse ses produits très bien, qu'il développe ses produits très bien, mais là où je suis en désaccord avec le développement de la cigarette électronique, c'est qu'ils sont en train de capter cette jeunesse dont l'objectif de la directive européenne c'était de diminuer de 2% leur consommation. Ils sont en train de les capter avec des produits hyper sexes pour leur dire, vous voyez la cigarette électronique, c'est le produit comme ça. Et après les jeunes, ils vont se dire, on fait la cigarette, demain on fait la cigarette. Oui, et je suis persuadée que
dans quelques années, le lobby du tabac va racheter toutes ces entreprises parce qu'il y a tellement de bénéfices à se faire. Eh ben, qui vont le faire. Michel Rivasi, donc la directive européenne, c'était pas que la cigarette électronique, il y avait aussi une législation contre les produits du tabac. Mesdames, je vais vous rappeler quelques chiffres. Les fumeurs en France, c'est 14 millions de fumeurs, ce qui représente en France un chiffre d'affaires de quelques 17 milliards d'euros pour l'industrie du tabac. En France, un fumeur sur deux va mourir, ce qui veut dire que 73 000 morts par an en France, 200 morts par jour, des chiffres effrayants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer ? Est-ce qu'on fait assez dans la prévention en Europe? Alors, il faut certainement renforcer effectivement l'information, la prévention. C'est-à-dire tout faire pour qu'un jeune n'ait pas envie de toucher à la première cigarette. Parce que tous les médecins que nous avons rencontrés, les pneumologues, les cancérologues, les urologues, nous disent tous, les cardiologues aussi, nous disent tous, c'est un problème. La première cigarette, elle est déjà dangereuse, d'emblée. Donc il faut tout faire pour éviter que ce jeune ait envie de toucher à cette cigarette, tout faire pour éviter qu'une jeune femme continue de fumer et de transmettre malheureusement les conséquences de son addiction au fœtus, par exemple. Tout ceci, ça a des conséquences terribles. Donc il faut beaucoup mieux informer. Et quand on parle des images que l'on a positionnées sur le paquet de cigarettes, qui sont des images assez effrayantes à voir, on nous dit « Oh mais non, ça sert à rien ». Si, il y a eu des sondages qui ont été faits dans certains pays, entre autres en Grande-Bretagne, qui montrent que cela quand même inquiète beaucoup les jeunes. Donc il y a énormément de dispositifs à mettre et surtout supprimer les arômes, interdire les arômes. Nous avons interdit les arômes. Pour le menthol, nous avons été obligés d'accepter un délai qui me paraît un peu long, mais bon, qui est passé de 8 ans. Mais tout ceci, c'est quoi très la suite, important. La suite de cette directive? Maintenant, on va négocier avec les États membres. Oui, les négociations, et peut-être que sur le menthol, les États sont pour 3 ans. Donc on va peut-être réduire. Mais on a perdu sur les slim cigarettes. C'est-à-dire ces cigarettes très fines. Et vous Ça vous a énervé, vous avez Madame raison. Oui. Parce que slim les cigarette. slim cigarettes, Je regrette que l'on n'ait pas pu interdire les cigarettes le menthol, slim. c'est vraiment, vous voyez, là, il y a deux choses sur lesquelles il faut être très dur. C'est l'attractivité et l'addiction. Quand même, il faut que les gens sachent que l'industrie du tabac met plus de 4000 molécules, dont des molécules qui rendent encore plus addictifs. Pour moi, c'est des criminels, ces gens-là. Ils ont un fric dingue. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Parlement? Ils ont voulu acheter indirectement les députés européens. Ils ont fait une pression à l'emploi de façon incroyable dans les États membres. Et en plus, dans certains États, ça finance les campagnes électorales. Donc, ils ont fait du chantage. Et ces gens-là, avec la quantité de morts, je trouve ça scandaleux. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Vous retrouvez la semaine prochaine Nora Hamadi pour une nouvelle émission au Parlement européen à Strasbourg, cette fois. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Thank you.